Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un focus sur le prêt sur œuvres d'art. Nous en parlerons avec Nicolas Chouat, le directeur de CCAR, le centre de conservation d'art du Crédit municipal de Paris. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir de retrouver en plateau David Charlet, le président de l'Anacofi, avec qui nous passerons en revue les grands sujets qui concernent les CGP à l'heure actuelle. Nous parlerons notamment des évolutions réglementaires en discussion à Bruxelles, mais aussi de la concentration du secteur. Nous parlerons peut-être aussi marché si nous avons le temps avec David Charlet, donc deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur l'investissement dans le secteur de l'hôtellerie, mais via le private equity. Nous en parlerons avec Olivier Lange, président de LFPI Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. On connaît le prêt sur gage, mais on connaît moins le prêt sur œuvre d'art. Et c'est justement le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Chouat. Bonjour Nicolas Chouat. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de CCAR. Alors CCAR, c'est le centre de conservation d'art du Crédit municipal de Paris. On connaît effectivement l'activité de prêt sur gage du Crédit municipal de Paris. Mais se développe de plus en plus le prêt sur œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Le prêt sur œuvre d'art est en effet une activité qui se développe beaucoup. Ça fonctionne sur le même principe que le prêt sur gage. Vous arrivez avec un collatéral qui est une œuvre d'art ou un objet de valeur, une montre, du vin, qu'on va estimer. On va faire toutes, dans notre jargon, on va appeler ça les due diligence. Donc c'est toutes les recherches nécessaires en termes d'authentification, d'évaluation. Et puis on va faire une estimation et on prêtera entre 50 et 66% de cette estimation. D'accord. La plupart du temps, on est autour de 66%. Vous prêtez ensuite du coup de l'argent à la personne qui laisse l'œuvre d'art ou la montre ou en tout cas l'objet un peu de collection quelque part en gage. Il y a un taux, le taux est négocié à chaque fois ou c'est quelque chose de réglementaire ou c'est la politique commerciale du Crédit municipal ? On a un taux qui est fixe, qui est de 5,30 tout compris. D'accord. C'est un prêt qui est un prêt remboursable in fine. Donc en fait, on va vous prêter la somme d'argent. À l'issue, nos prêts sont des prêts d'un an, ce qui nous permet en fait de réévaluer l'œuvre d'art à l'issue des 12 mois. D'accord. À la hausse potentiellement, donc on peut vous revoir le client et lui proposer plus. D'accord. Si le client souhaite en fait récupérer son œuvre d'art, il nous rembourse la somme prêtée plus les 5,30. S'il souhaite reconduire en fait son prêt, dans ces cas-là, il n'y a que les 5,30. C'est quelque chose qui est très flexible en fait, parce que vous pouvez interrompre le prêt à tout moment sans aucune pénalité, ou au contraire le proroger d'une année sur l'autre. Mais en règle générale, les prêts sont de courte moyenne durée. D'accord. Parce que les œuvres sont récupérées dans une moyenne de 18 mois. Quel est le profil de gens qui font appel à ce type de dispositif ? Est-ce qu'on est, comme on pourrait l'imaginer, face à des gens qui ont eu un revers de fortune mais qui ont des biens de collection chez eux, ou au contraire face à un besoin de trésorerie court terme par exemple, et on se rend compte que ce dispositif peut permettre d'avoir accès à cette trésorerie ? Alors, on est beaucoup plus sur un besoin de trésorerie. On fonctionne vraiment comme un pont de financement. D'accord. Et la plupart de nos clients sont en effet des amateurs d'art ou des amateurs de belles choses ou de vin, ou des personnes qui ont hérité d'une œuvre où ça a été un achat coup de cœur et ça a été un bon achat. D'accord. On a eu par exemple des clients qui avaient acheté un soulage dans les années 70, très beau. D'accord. Et en fait, ils nous l'ont déposé pour un prêt parce qu'en fait, pour le coup, c'était vraiment une histoire de passion avec leurs enfants. Ils souhaitaient développer une collection d'artistes émergents et donc c'était la mise de fonds. Alors le soulage a été récupéré, mais ça leur a permis en fait d'avoir une passion transgénérationnelle. Et donc une mise de fonds pour développer un projet, effectivement, là pour le coup de collection. D'accord. Mais on est vraiment sur des personnes qui ont un besoin de trésorerie.
X ou Y. Par exemple, là, j'ai un client qui vient de me contacter. Il a besoin de 5 millions pour abonder son entreprise familiale. D'accord. Il a des planches de BD de dingue. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner sur ce principe. Donc, pont de financement, ça veut dire en complément d'un financement bancaire ou simplement parce que justement on préfère utiliser une entre guillemets, une valeur qu'on a, même si on n'a pas le cash nécessaire, ça permet de faire la transition quelque part. Oui, et puis en fait, le prêt sur œuvre d'art a un avantage qui est important, c'est-à-dire que vous ne touchez pas du tout à votre capacité d'emprunt ou de crédit. Bien sûr. Parce que vous avez un collatéral. Donc ça peut être, vous pouvez en fait avoir toutes les liquidités nécessaires, mais avoir des projets à terme et pas vouloir utiliser votre capacité de crédit sur le moment. On est assuré de récupérer son œuvre ou son bien de collection à la fin, ou il y a des histoires qui se passent moins bien? Alors, potentiellement, on peut y avoir des histoires qui se passent moins bien. On est sur ce créneau qui est le prêt sur œuvre d'art, sur un taux de récupération qui est très élevé, qui est plus de 80% en règle générale. Au sein de CCR, on est sur un taux de récupération qui est quasiment de 100%. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les clients, de développer en fait le prêt et le dossier avec eux pour être dans une logique de récupération. Et puis, par définition, quelqu'un qui vient nous voir, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas vendre son œuvre ou son objet. Bien sûr, oui. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Et ça veut dire que vous avez une activité qui se rapproche presque de celle du commissaire-priseur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment estimer l'œuvre année après année. Il peut y avoir des effets de mode aussi sur certaines œuvres d'art, et donc du coup, on peut se rendre compte que ce qui valait 100 en année N vaut plus que 50 l'année d'après, ou à l'inverse, effectivement, avoir des bonnes surprises au fur et à mesure. Oui, alors la connaissance du marché de l'art est vraiment quelque chose d'important. Ces tendances de fond aussi, et ces évolutions. Alors, comme je vous l'indiquais, en règle générale, les œuvres sont récupérées au bout de 18 mois. Donc il n'y a pas de changement radical, si je comprends bien? En fait, je veux dire, ça c'est la moyenne. On a des personnes qui vont nous déposer une œuvre pour un mois et la récupérer. D'accord. Donc là on est vraiment sur un besoin de trésorerie court terme. Très court. De personnes qui avaient les moyens potentiellement. Exactement. Et des personnes qui vont les laisser 3-4 ans, 5 ans. Donc on est en effet, c'est un paramètre qu'il faut qu'on prenne en compte. L'évolution du marché, sur les montres, cette évolution elle peut être assez rapide par exemple. Bien sûr, oui. Sur le vin aussi. Donc on le prend forcément en compte et puis on essaye aussi de comprendre vraiment quels sont les besoins du client pour l'accompagner de façon la plus intelligente et pertinente possible. Et vous constatez qu'il y a une progression de la demande ou une progression de l'usage de ce dispositif depuis quelques années? Oui, alors en fait je pense que, c'est pas je pense et c'est certain, il y a une financiarisation du monde de l'art et l'art est aussi compris de plus en plus comme une diversification patrimoniale. Donc cette approche, en tout cas l'œuvre d'art ou l'objet de valeur vu comme un collatéral est de plus en plus perçu. Le marché de l'art, le marché du prêt sur œuvre d'art représente à peu près 38 milliards d'euros en 2024. Avec une croissance depuis plusieurs années qui est une croissance à 2 chiffres, autour de 10-12%. Au sein de CCR, on a une croissance qui a été quasiment de 45% l'année dernière. D'accord. Ah oui, donc ça se développe énormément, oui. Et on se rend compte en fait que cette perception de l'œuvre comme un collatéral ou comme un pont de financement est quelque chose qui est comprise par tous les propriétaires ou tous les collectionneurs, parce que on se rend compte que nos clients vieillissent. Nos clients étaient traditionnellement des personnes plus jeunes dans le monde de l'art. Maintenant, on a aussi des personnes de 80-70 ans qui viennent nous voir pour des ponts de financement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment perçu et compris comme tel. Merci beaucoup Nicolas Chouat de nous avoir accompagnés dans Patrimoine Passion pour nous parler du prêt sur œuvre d'art. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de conservation d'art du Crédit municipal de Paris, CCAR. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre quelles sont les actualités qui concernent particulièrement le secteur de la gestion de patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine David Charlet. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'Anacofi. Avec vous, on va essayer de comprendre déjà quelles sont les discussions à l'œuvre à Bruxelles qui peuvent avoir un impact en matière de réglementation sur le marché des CGP. On parlera peut-être également aussi de l'impression de concentration qu'on peut avoir
de ce secteur. Mais juste avant, un petit mot sur ce sujet qui agite beaucoup le secteur de la gestion de patrimoine, qui est l'attaque informatique et la fuite de données qui a été subie par Harvest fin février. On voit régulièrement des articles dans la presse qui commencent à mentionner certains noms de clients de Harvest qui auraient pu voir des données compromises et potentiellement du coup des données de leurs clients. Est-ce que cette actualité doit inquiéter des cabinets de gestion de patrimoine, David Charlet ? Je pense que ceux que ça doit inquiéter sont déjà inquiets. D'accord. C'est les... Non mais on nous a poussé à la digitalisation, tout le monde, de Bruxelles jusqu'aux autorités nationales. On nous a expliqué qu'il fallait tout digitaliser. Il se trouve qu'il s'est constitué un grand groupe digital en France, qui est Harvest. Il y en a plusieurs autres, mais le plus important, c'est Harvest, qui fournit des outils à plein d'entreprises qui touchent au patrimoine ou à l'épargne. Donc, c'est pas forcément que ce que nous, on appelle les cabinets de gestion de patrimoine. Bien sûr. Et le résultat des courses, c'est que quand ils se font attaquer, ça crée un incident majeur. Et que, évidemment, entre RGPD et un certain nombre d'autres réglementations, vous devez faire attention aux données de vos clients. Vous devez... non seulement c'est un élément de droit, mais enfin, de toute façon, nos clients viennent vers nous pour une idée aussi de confiance et ils nous confient des choses et ils n'ont pas envie que tout le monde le sache. Voilà. Donc oui, bien sûr que c'est quelque chose qui, en dehors des outils qui ne sont plus fonctionnels pendant un moment, ils vont rouvrir petit à petit, crée beaucoup d'inquiétudes. Nous, on essaye d'accompagner nos membres. On leur a mis des kits, de l'info, on envoie des alertes dès qu'on a une nouveauté. Non seulement on la met en ligne, mais on essaie de la traduire en termes de que devez-vous faire. D'accord. Mais vous avez des membres qui vous ont appelé très inquiets sur le sujet? Oui, évidemment. Oui, on est en train de parler d'une entreprise qui fournit des solutions à des milliers d'entreprises. Et il trouve que nous, on a 7600 des entreprises dans cet écosystème. Donc, on a un peu tout. Maintenant, on a l'air d'avoir dégonflé un peu la baudruche et le problème, parce qu'on a vraiment mis le paquet en termes d'outils, de ce qu'on a pu mettre en ligne. C'est-à-dire, après, on ne peut pas tellement faire mieux. Et après, c'est malheureusement à chaque entreprise qu'il appartiendra de traiter son cas spécifique avec ce qu'on lui a donné. Donc, on a des juristes qui peuvent répondre au téléphone, mais ils n'apporteront pas grand-chose de plus que ce qu'on a mis, nous, à leur disposition, ou ce qu'on envoie comme communication quasiment tous les jours. Hein. On met ça quasiment à jour chaque jour, quoi. Autre sujet qui peut être suivi de près par les conseillers en gestion de patrimoine. Alors on a suivi, c'était il y a quelques semaines, la proposition de loi Omnibus et les propositions de révision de la CSRD à Bruxelles. L'objectif global, je ne rentre pas dans le détail, vous le ferez peut-être, mais c'était de simplifier la réglementation des entreprises. Ça n'est pas tout. Vous suivez d'autres discussions à l'heure actuelle à Bruxelles qui peuvent avoir un impact direct justement sur... le métier du conseiller en gestion de patrimoine du CGP. Tout l'écosystème banque, finance, assurance, entreprise est en fait traité dans des grands textes européens qui voulaient nous amener à un nouveau monde, à une nouvelle économie depuis la sortie du Covid. À l'intérieur de ça, vous avez la digitalisation, vous avez l'ESG, vous avez la réforme de tout ce qui touche à la finance, vous avez, parce que ça amène au financement de l'entreprise, ça fait bouger les capitaux des particuliers comme des entreprises. Et donc en fait, tout ça est en train de bouger. Alors il y a quelques grands noms de textes, ou omnibus ou pas d'ailleurs, des fois des packages. Vous avez la Retail Investment Strategy. Bien sûr, dont on a beaucoup parlé. C'est le cœur de truc, parce que ça va impacter, entre autres choses, CSRD déjà. Donc on avait ça sur la table. Ça, c'est lié à Capital Market Union, comment on fait circuler l'argent d'une manière globale des particuliers ou des entreprises à travers l'Union. Et donc ça, on travaille sur ces textes-là depuis un moment avec les textes qui verdissent et puis ceux qui digitalisent. Et puis arrive le débat autour de cette fameuse RIS qui est en cours de débat final, ça peut durer 6 mois, 1 an, ça pourrait même se retrouver annulé, alors ça on n'y croit pas trop. Mais on est encore dans une phase qu'on peut appeler de débat, parce qu'on en a beaucoup parlé en France au moment où effectivement ça avait un impact sur le sujet indépendant ou non. Mais sur la RIS, on est rentré dans ce qu'on appelle le trilogue. La construction du droit européen rentre dans une dernière phase. La dernière phase, ça s'appelle le trilogue. Et donc le trilogue, c'est-à-dire que les différentes versions du texte ne sont plus négociables en elles-mêmes, et on va essayer de rapprocher, parce qu'elles viennent l'une des parlementaires, l'autre des États, la troisième de la Commission. On va essayer de les rapprocher. D'accord. On arrête. Donc on n'écoute théoriquement plus ce qui vient d'organisations comme nous. Nous, à nous de parler à nos États pour dire, dites donc, en fait, le gouvernement qui a lui le droit d'aller causer, s'il vous plaît, faites quelque chose. Bien sûr. Parce que dans les 3 options, c'est celle-là qui est la meilleure, mais factuellement, normalement, c'est arrêté. Et on va rentrer dans une négociation entre ces 3 organes européens qui vont essayer d'arriver à un texte final,
et ensuite il part. Et ça peut radicalement changer les choses pour les CGP en France Oui, bien sûr, évidemment, puisque on parle des systèmes de rémunération, on parle de comment on va parler à nos clients, on parle de la tête même des rapports, voire même des noms des documents qu'on va remettre. D'accord. Ça parle d'énormément de choses. Donc évidemment, déjà, rien que quand j'ai dit rémunération, de toute façon, tout le monde vous écoute. On est en train de parler à des entreprises. Donc si le modèle de rémunération doit bouger ou si quelque chose vient l'impacter, on parle de value for money, c'est-à-dire d'indices par rapport auxquels il va falloir se comparer ce qu'on propose aux clients. Donc il y a un enjeu. On parle des gens qui sur Internet vont relayer des messages et quel que soit le nom qu'on leur donne. Donc de la communication qu'on a le droit de faire dans nos entreprises. On parle, c'est très très large comme spectre. Donc bien sûr que ça changera des choses. Et puis au moment où on arrive dans la phase finale, on nous dégaine des nouveaux textes. D'accord. Qui peuvent venir les impacter directement. Il y en a un qui s'appelle SIU, donc là on dit non, on va faire l'épargne utile, donc universelle et pour financer l'entreprise. Oui, mais enfin, ça ressemble à la RIS cette histoire. Donc vous nous sortez un truc nouveau. Après on nous dit on va faire le Simplification Act. Donc en fait tout ce qu'on fait depuis des années, c'est potentiellement des conneries. Donc on va potentiellement le corriger. Oui, mais alors quand vous dites ce qu'on fait depuis des années, c'est les textes qui sont sortis depuis quelques années. Par exemple, vous parlez quoi de ou ceux qui sont en train d'être négociés. Donc, d'accord. On nous sort ça. Finalement, peut-être faire plus simple, un peu que ce soit des éléments du passé ou ceux qu'on est en train de négocier. Sur des textes qui ne sont pas encore en vigueur. Potentiellement tout. Donc voilà. Et puis on nous dit du coup, potentiellement tout, mais dans 2 domaines particuliers, l'ESG et la finance. D'accord. Voilà, ça vise essentiellement ça au profit du financement des entreprises au bout et du fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire, en fait, on est en train de nous dire, ça fait 5 ans qu'on vous dit des conneries. Pardon, mais il faut le dire à un moment. Ça fait 5 ans qu'on fait ça, mais finalement, au regard de ce que font les autres continents, les autres États, on a peut-être un problème. Bon, il était peut-être temps de s'en rendre compte parce que... Et donc, par contre, c'est juste... ça émerge, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le résultat final. Vous parliez de CSRD, très bien, mais est-ce que ça va avoir un impact justement sur cette négociation finale de la RIS ? C'est une vraie question. Parce qu'ils sont en train de négocier au moment où on est en train de dégainer un texte, on dit attention, ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire, il faut le réfléchir de façon plus simple. Oui, mais là, on est censé avoir 3 textes finaux qu'on va fusionner. Oui, bien sûr. Voilà, par exemple. Mais alors, juste pour bien comprendre, si on se met dans le concret du quotidien du CGP, il y a plusieurs textes sur plusieurs sujets négociés à Bruxelles, certains qui peuvent remettre en cause d'autres textes, certains qui évoluent, et c'est normal, c'est la négociation parlementaire. Est-ce qu'à court terme, il faut s'attendre à des gros changements dans leur quotidien, ou est-ce qu'on est dans un moyen terme qui peut de toute façon encore évoluer ? Alors, à court terme, en fait, ce qui peut changer, c'est que nos autorités nationales ont le droit d'anticiper. Et on l'a vu d'ailleurs, avec l'ACPR essentiellement, qui a anticipé des textes. Dès 2023, elle a commencé à anticiper ce que serait la RIS. Et elle a commencé à imposer des choses aux entreprises françaises qui n'était pas encore acté parce que la RIS n'est pas encore votée. Bien sûr. Donc ça, c'est possible. C'est-à-dire que quand un État ou une autorité d'un État se dit finalement ça va y aller, autant gagner du temps et autant commencer à le faire chez nous, ça c'est possible et c'est du court terme. Et attention, les décisions de la CPR sont extrêmement impactantes. De 2023 à 2024 sont extrêmement impactantes. Elles ont remis en cause les types d'unités de compte qu'on peut proposer, elles ont remis en cause les prix, elles ont remis en cause la manière de prendre et donner de l'information à un client. Bien sûr. C'est pas neutre. Ça, théoriquement, c'est des textes à venir. Ils ne sont pas encore changés au niveau européen. Et donc ça veut dire que on pourrait voir une évolution de ce que demande la CPR en fonction de oui, bien sûr, d'autant plus qu'actuellement on a un texte où la CPR demande expressément le droit de pouvoir faire de la doctrine, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien que nos autorités, et l'AMF, on voit bien qu'elle le fait tous les jours, de sortir des recos, des avis. Donc il pourrait y avoir ça, mais le court terme serait fait par décision nationale, si je peux. D'accord. L'Europe, c'est très lent. C'est-à-dire que quand on est dans la phase finale de la RIS, ça va quand même prendre plusieurs mois pour arriver au truc final. Puis après, il va falloir faire des textes de niveau 2, puis potentiellement les textes de niveau 3. Donc là, on parle de 36 mois. Renvoyer ça dans les États, qui eux-mêmes... On peut avoir jusqu'à 6 niveaux de texte avant qu'on ait celui qui s'applique à nous. D'accord. Tout à fait clair. Donc là, il y a un peu de délai pour les CGP quand même. Et si ils auront le temps de voir venir. Si on a un texte européen qui va dire finalement, non. Et ça peut se faire intercepter en cours de route aux étages d'après. D'accord, ok. Voilà. Donc on est plutôt sur du moyen terme sur ces textes européens. Mais attention, on a déjà eu du plus qu'au court terme, c'est fait, des autorités françaises qui, par anticipation, prennent une décision et nous l'imposent. Dernier sujet que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, David Charlet. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit dans la presse spécialisée un rachat d'un cabinet de CGP par un groupe ou par d'autres cabinets de CGP, ce qui tend à donner l'impression quand même qu'on voit une concentration de plus en plus forte du secteur auprès de quelques gros acteurs qui seraient en train de devenir de plus en plus gros. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous aussi, à la tête de l'Anacofi ?
Alors, on constate plusieurs phénomènes. C'est une concentration un peu bizarre parce qu'il y a toujours plus d'entreprises chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'entrants qui effacent les effets de ces fusions ou de ces absorptions entre les acteurs qui sont déjà dans le marché. Donc si on veut traduire ça rapidement, en effet, sur le terrain, on va dire que les plus gros deviennent de plus en plus gros. On va dire que les moyens deviennent même aussi de plus en plus gros dans leur domaine en tant que moyens. Oui, c'est pas que les plus gros qui rachètent, il y a des moyens aussi. Oui, en fait, on a un phénomène qui avait commencé il y a quelques années, qui est de toute façon le retrait des baby-boomers. Donc on semble arriver à un moment de pic des effets de ce truc-là. Donc ils prennent leur retraite. Dans le temps, beaucoup fermaient leur entreprise puis ils partaient à la retraite. Maintenant, ils vendent clairement leur entreprise au bénéfice de ceux qui cherchent à en acheter. Et donc on a d'un côté des acteurs qui deviennent plus gros, ceux qui étaient dans la place déjà, et puis de l'autre côté, on a quand même énormément d'entrants alimentant en petits cabinets. Et là, il y a deux types. Il y a ceux qui sont dans le modèle des indépendants, c'est-à-dire comme les gros, ils sont autonomes, ils sont chez eux. Et là, on a des chiffres d'affaires qui sont plutôt plus importants, plus vite que dans le temps sur ces petites structures. Et on a tous ceux qui sont à l'intérieur des groupements et des réseaux qui se multiplient, ce qui fait que ce qui va certainement être une réalité assez vite, c'est que ceux qui sont dans des groupements ou réseaux vont être plus nombreux que ce que l'on a que les autres en réalité, mais avec quand même des chiffres d'affaires pour ceux qui sont dans les groupements qui sont plus petits, mais la maison mère qui du coup est un géant. Et donc c'est un véritable changement. On voit ce qu'on appelle nous les petits, chez ceux qu'on appelle les indépendants chez nous, qui sont pas liés à un groupement, et ceux qui sont dans un groupement, leur chiffre d'affaires est très fortement supérieur à ceux qui sont à l'intérieur des groupements dans la majorité des cas. Mais évidemment, en proportion, ils deviennent moins nombreux que ceux qui sont dans les grandes entités. On va voir cette année, pour la première année, peut-être que les adhésions qui sont toujours très fortes ne compenseront pas les arrêts. Et vraiment, un effet puissant, c'est les retraites. D'accord. Les prises de retraite. À suivre donc dans les prochains mois ou prochaines années pour voir effectivement. D'ici 6 mois, on y verra clair sur cette année. On est peut-être sur une année de bascule de modèle. Et on en reparlera dans 6 mois. Alors ça, merci beaucoup David Charlet de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'Anacofi. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons tenter de comprendre comment investir dans l'hôtellerie via du private equity. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Olivier Lange. Bonjour Olivier Lange. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le président de LFPI Gestion. Et alors quand on parle d'investir dans l'hôtellerie via du private equity, c'est pour faire la différence justement avec l'investissement immobilier classique où on achète les murs et ensuite on laisse une société exploiter du coup les murs. Là, on est vraiment dans l'acquisition d'une entreprise qui tourne déjà avec les murs, mais aussi le fonds de commerce. C'est exactement ça. Donc, on rachète un hôtel qui est une entreprise avec une composante immobilière significative, mais qui est une entreprise avec des clients, des salariés, qui a vocation à se développer, à être géré le mieux possible. Et c'est ce qu'on fait au travers du private equity, effectivement. Ça veut dire quoi, investir dans l'hôtellerie en 2025, Olivier Lange ? Ça veut dire effectivement souscrire souvent au travers de différents véhicules adaptés aux besoins des clients, qu'ils soient institutionnels ou privés, et faire l'acquisition d'un hôtel ou d'un portefeuille d'hôtels, prendre une participation significative ou au contraire mettre un petit ticket de diversification au travers d'un véhicule commun de placement. D'accord. Donc il y a vraiment plusieurs manières effectivement d'investir dans l'hôtellerie et justement notre rôle c'est d'écouter les besoins des clients et d'essayer de trouver l'offre adaptée à leurs besoins. C'est un secteur qui se porte bien, l'hôtellerie en 2025. Est-ce que les drivers du secteur sont uniformes ? Est-ce qu'on fait une différence entre petits et gros hôtels par exemple ? C'est, je pense, un secteur qui est durablement porteur, qui est notamment drivé par la demande touristique qui est particulièrement forte en France et le fait que l'offre hôtelière est relativement limitée. En réalité, il n'y a pas tant que ça d'hôtels. Les réserves foncières sont contraintes, il y a la non-artificialisation des sols. Bien sûr. Donc c'est un secteur qui est porteur. Il y a une composante immobilière qui rassure les clients et qui est particulièrement adaptée, je pense, dans des périodes d'inflation et de hausse des taux, parce qu'à la différence d'autres actifs immobiliers
que vous avez dans le bureau ou le résidentiel, vous avez des loyers fixes ou en tout cas légèrement indexés. Là, les hôteliers, évidemment, ils changent leur prix quotidiennement. Ils peuvent effectivement les augmenter si c'est nécessaire. Et donc, c'est un secteur qui s'adapte bien. Plus de flexibilité au contexte économique. Voilà, plus effectivement en période de hausse des taux qui est assez efficace, effectivement. Et c'est aussi un investissement pour des investisseurs privés qui offrent, disons, des mécanismes de défiscalisation, notamment le 150 BTR pour des gens qui veulent différer l'imposition sur les plus-values. D'accord. Ça, c'est pour les épargnants qui auraient vendu une entreprise et qui chercheraient à réinvestir dans une autre activité économique le fruit de la vente de leur première entreprise. Donc l'investissement hôtelier est éligible à ça, comme il est éligible au pacte du Trade quand il y a des sujets de préparation de la succession, de transmission. Quand on fait de l'investissement en private equity, alors vous l'avez dit, c'est pour des institutionnels mais aussi des particuliers, ça nécessite quand même d'avoir, au-delà d'une connaissance du marché immobilier, une connaissance du secteur de l'hôtellerie. Il faut trouver quoi? On va jusqu'à trouver le gérant et les équipes En tout cas, voilà, je pense qu'on peut définir ce qu'on souhaite, acquérir des actifs, par exemple, dans des stations balnéaires ou au ski, des actifs de périphérie ou des actifs de centre-ville. Ensuite, il faut comprendre que c'est une entreprise en soi et donc il faut des gens qui sont à même de gérer ensuite la société. D'accord. Travailler sa commercialisation, ce qu'on appelle le yield management, l'optimisation des prix de vente, bien manager les équipes. Il y a de nombreux salariés dans un hôtel, gérer des travaux. Voilà, c'est une activité à part entière, donc il faut effectivement souvent passer par des professionnels si on ne veut pas gérer soi-même, ce que les particuliers ne sont pas toujours à même de faire. Bien sûr. Et quand on est justement investisseur particulier, vous constatez qu'on investit combien en moyenne, combien de temps et via quel type de véhicule? En tout cas, via nos solutions, je dirais que c'est voilà, la fourchette est large, de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à quelques millions pour les plus fortunés. D'accord. Et certains investisseurs peuvent effectivement vouloir détenir à 100% un hôtel, voire un portefeuille d'hôtels. Donc ça peut les conduire à investir des montants significatifs. Et c'est des investissements donc qu'on fait dans la durée, sur quoi? Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est un changement d'activité pour certains ou... En moyenne, c'est des investissements de 5-6 ans qui permettent effectivement de créer de la valeur après l'acquisition, souvent par des programmes de restructuration, de repositionnement de l'hôtel après des travaux significatifs. C'est pour ça que ça prend plusieurs années pour en tirer le plein potentiel et avant de revendre. Et alors justement, si on parle de rendement, alors vous nous avez dit qu'il y avait un avantage fiscal pour ceux qui effectivement ont déjà revendu une entreprise, mais hors avantage fiscal, le rendement d'un investissement hôtelier? Hors avantage fiscal et en moyenne, les TRI nets sont compris entre 7 et 15%. Voilà, vous avez des opérations qui offrent des rendements élevés avec des risques un peu supérieurs. Et à l'inverse, quand vous achetez un très bel hôtel au bord de la mer, dans un emplacement numéro 1, vous aurez peut-être un peu moins de rendement, mais sans doute beaucoup moins de risques par rapport à d'autres actifs hôteliers. Merci beaucoup Olivier Lange de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de LFPI Gestion. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.